Alors, à mon tour de féliciter le bureau de la GPC pour la pertinence des thèmes choisis et de remercier les orateurs pour la qualité de leur présentation. Et je donne tout de suite la parole au professeur Isabelle Rosa, qui va nous parler des cas difficiles en hépatite auto-immune et cholangite biliaire primitive. Bon, me revoilà. Alors, de façon arbitraire, j'ai décidé de vous parler que de l'hépatite auto-immune, sinon je pense que j'aurais pas eu le temps. Et je voulais vous présenter surtout le cas de Monsieur S. Alors Yacine, je l'ai rencontré, il avait 17 ans. C'était en 2006. Et il arrive, en bon adolescent, bien renfrogné, il vous regarde pas, il parle pas, avec ses parents qui l'amènent en disant le médecin traitant, il a trouvé des anomalies dans le bilan hépatique. Et puis, le bilan hépatique, il était effectivement très perturbé. Il avait une cytolyse à 10 fois la normale, une cholestase à 2 fois la normale. Et par chance, en fait, le bilan a été assez rapide puisque les anticorps antimusclés étaient très positifs, tous de type anti-actine. Les immunoglobulines étaient augmentées à 20 grammes et donc, avec une écho hépatique normale, le diagnostic n'était pas très compliqué à faire. Et la biopsie a fini par confirmer qu'il s'agissait d'une hépatite auto-immune typique avec une fibrose minime. Donc jusque-là, tout va bien. J'ai rempli le job, tout va bien. Et les parents m'ont dit merci, merci. Ça n'a pas duré. Alors, un mot sur les objectifs du traitement. Les objectifs du traitement dans l'hépatite auto-immune, ils sont là, ils ont été bien réexplicités sur l'article qui est paru assez récemment dans JHepatol sur tout ce qui était dénomination et définition dans l'hépatite auto-immune. Et de façon claire, il faut retenir que la réponse complète, c'est la normalisation des transaminases et des immunoglobulines. Alors ça, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait en tête pour pouvoir ensuite décroître ou changer le traitement et pour pouvoir juger de l'efficacité d'un médicament. Et puis l'évaluation, elle doit être faite au moins minimum à 6 mois après le début, et c'est à ce moment-là qu'on discutera d'une première ou d'une deuxième ligne. Enfin, ce qui est assez amusant, c'est toujours de voir la réponse insuffisante. Comment elle est définie ? C'est absence de réponse complète. Bon, jusque-là, ça va. On peut à peu près suivre. Alors, le traitement de première ligne, il n'y a pas beaucoup de scoop là non plus. Le traitement d'attaque, c'est la prednisone ou la prednisolone. Et les doses, vous le savez, peuvent varier de 0,5 à 1 mg/kg selon les recommandations anglo-saxonnes qui sont plutôt à 40 mg. Les recommandations européennes sont plutôt à 1 mg/kg. Avec finalement aucune différence qui a été mise en évidence dans la littérature sur l'efficacité de la prednisolone ou de la prednisone. Et je voudrais déjà attirer votre attention parce que finalement ça c'est pas assez remis en avant parce que c'est un travail qui est pas récent, mais d'emblée la réponse immédiate au traitement, elle va vous dire si ça va être compliqué ou pas dans le traitement et en termes de mortalité. Et vous voyez ici la différence de mortalité que l'on retrouve dès le premier mois en fonction de la réponse à la corticothérapie. Et la différence là, elle est carrément très significative. Et donc, d'emblée, on va voir celui qui répond pas, et celui qui va vous poser souci. Alors, bien évidemment, depuis 2010, c'est le travail de Mans. Il y a la possibilité de commencer le traitement d'attaque par le budesonide, avec des restrictions, vous les connaissez, la cirrhose, et puis les hépatites très sévères, notamment avec une cytolyse très importante et une baisse du TP, des arguments en faveur d'une insuffisance hépatocellulaire. L'autre bémol aussi, c'est qu'on ne préconise pas ce traitement chez les enfants, où la cortisone reste la première des options. Je rappelle également, pour avoir suivi pas mal de formes pédiatriques, que chez les enfants, même si on prend du 1 mg/kg, on ne dépasse pas les 60 mg. Parce qu'après, il y a vraiment des conséquences et sur la croissance et sur la peau qui sont rédhibitoires. Et donc là, quand on regarde le budesonide, vous connaissez tous l'étude Princeps, donc il y a une amélioration claire au bout des 6 mois de traitement, et le budesonide est une possibilité de traitement autre que la corticothérapie, et elle est particulièrement adaptée pour les fibroses modérées et les fibroses minimes. L'autre façon de l'utiliser aussi, c'est le patient chez qui vous commencez un traitement par corticoïde qui a beaucoup d'effets indésirables.
qui prend du poids, qui décompense un diabète, et chez qui vous pouvez faire le relais en cours de traitement, arrêter la cortisone et prendre le relais par le budesonide. Alors, bien entendu, le traitement par corticoïde ou budesonide, qui est un corticoïde quand même, c'est le traitement d'attaque de la phase aiguë, et il va falloir d'emblée commencer à penser au traitement d'entretien, et le traitement de première ligne reste l'azatioprine, avec des doses qui sont au départ de 50 mg, que vous allez commencer dès J15. En général, on attend qu'il y ait une baisse des transaminases d'au moins 50% pour pouvoir commencer le traitement, de façon à essayer de voir clair entre la réponse au traitement et l'éventuelle survenue d'une hépatite à l'imurel. Donc, on attend que ça se calme et on introduit à 50 mg l'imurel. Et puis, au fur et à mesure de la décroissance des corticoïdes, on va pouvoir augmenter le traitement par imurel pour atteindre 2 mg/kg. Vous connaissez tous la surveillance des effets indésirables, la surveillance clinique et biologique, avec la numération hebdomadaire en début de traitement, la surveillance clinique de la survenue d'épigastralgie ou de nausées, qui sont parfois les raisons d'arrêt du traitement pour problème de mauvaise tolérance. Bien entendu, quand on parle azatioprine, ça veut dire surveillance cutanée, en raison non seulement des cancers cutanés, mais également des verrues. Et puis, cette surveillance, il faudra la poursuivre, même si vous arrêtez l'imurel au bout d'un certain temps. C'est-à-dire que quand une personne a pris l'imurel, même si vous l'arrêtez, la surveillance dermato doit être continuée. Alors, on en revient à mon petit patient. Alors, c'est toujours un peu difficile de reprendre les dossiers de 2006 et on se dit, est-ce qu'on a bien fait à l'époque, avec la lumière de 2023 ? Bon, finalement, dès le premier mois, c'est pas mal, mais c'est pas formidable. Il est passé de 10 fois la normale à 4 fois la normale en transaminase. Les phosphatases alcalines, la gamma-GT reste à peu près comme elles étaient, et les immunoglobulines sont passées de 20 grammes à 17. Bon. Et à ce moment-là, j'introduis donc l'azatioprine au bout d'un mois, et je continue les corticoïdes. Et puis finalement, à M6, la réponse, elle n'est pas terrible, hein. Vous voyez que les transaminases n'ont pas bougé, et les phosphatases non plus, l'immunoglobuline a plutôt tendance à remonter, et tout ça malgré l'augmentation des doses d'azatioprine à 2 mg/kg. Alors, on peut là parler d'un échec du traitement de première ligne, et que faut-il faire? Bien entendu, c'est au départ commencer par vérifier l'observance. Alors c'était effectivement le cas chez ce jeune homme, comme je vous l'ai dit, qui n'était pas très content d'être là en consultation et qui effectivement avait arrêté son traitement à plusieurs reprises et le prenait de façon très aléatoire, malgré des parents qui essayaient de le faire adhérer au traitement. Les adolescents, ça peut être compliqué, je pense que tout le monde ici le sait, et en tout cas ceux qui en ont eu. Et donc l'observance, c'est vraiment le point essentiel sur ces maladies chroniques. Bien entendu, la recherche de l'overlap. Et l'overlap chez les jeunes, c'est plutôt l'overlap avec la CSP. Et attention chez l'enfant, parce que la CSP, elle peut se diagnostiquer sur une forme très cytolytique. C'est-à-dire qu'au départ, on va avoir des arguments pour une hépatite auto-immune. Et puis finalement, on va se rendre compte que l'hépatite auto-immune, on va peut-être réussir à la juguler, mais que le patient ne va pas pour autant très bien. Et là, c'est là où il faut vraiment envisager la possibilité qu'il y ait une CSP associée. Là, c'est un garçon. Voilà, donc il faut vraiment essayer de trouver ça. Et puis, bien sûr, les autres causes, notamment les dysimmunités qui peuvent accompagner l'hépatite auto-immune, comme la maladie cœliaque, les dysthyroïdies, la survenue d'un diabète et bien entendu la prise de médicaments autres qui peut toujours survenir. Enfin, en cas d'échec et de non-réponse au traitement, se discute légitimement de refaire la biopsie hépatique. Et cette biopsie hépatique, elle va vous remettre à zéro les compteurs, c'est-à-dire voir si vous vous êtes planté de diagnostic, ça peut arriver, voir s'il y a un autre élément au niveau du foie qui peut être aggravé. Après, on peut voir apparaître une maladie vasculaire parce qu'il prend de l'imurel, mais enfin bon, on peut avoir arrivé des tas d'autres choses. Alors, quelle est la place du mycophénolate mofétyle? Le MMF, finalement,
actuellement, il n'est pas recommandé en première ligne, et pourtant, il commence à y avoir pas mal de littérature sur son efficacité. Et je vous montre ici un papier qui avait été publié donc en 2019. Il est efficace en première ligne sur une méta-analyse qui avait compris, finalement, ils ont regardé le traitement standard, donc corticoïde plus azatioprine, en comparaison avec association corticoïde plus mycophénolate. La méta-analyse a porté sur 7 papiers, tous des patients naïfs de traitement, 583 patients, et finalement le taux de rémission dans le groupe standard était de 33% versus 55% dans le taux de rémission du groupe avec le mycophénolate. Donc, on était plutôt en faveur du mycophénolate. Le taux de rémission au long terme, il était de 86% pour ceux qui ont répondu dans le groupe standard versus 90% à peu près dans le groupe mycophénolate. Donc, l'efficacité, elle existe. Mais il y a des troubles digestifs qui sont rajoutés aux troubles liés au fait d'utiliser un immunosuppresseur. Et l'autre souci également, c'est la contre-indication formelle d'utilisation pendant la grossesse. Or, c'est quand même une maladie qui peut toucher des jeunes femmes, et ce qui fait que pour ces arguments probablement, et pour probablement aussi un manque de puissance des études, pour l'instant, le mycophénolate mofétil n'a pas été retenu comme première ligne de traitement en association aux corticoïdes. Alors, est-ce que les choses vont pouvoir changer? Peut-être, parce qu'au mois de juin, à l'ISEL, ont été montrés les premiers résultats préliminaires de la fameuse étude Camaro. Alors, qu'est-ce que c'est que cette étude? C'est une étude qui a commencé déjà il y a quelques années et qui, pour l'instant, donc avait inclus 70 patients, tous avec une hépatite auto-immune, et selon les critères de 2022 dont je vous avais parlé juste avant. Tous naïfs de traitement, et les patients, cette fois-ci, donc c'est du prospectif, ils ont été randomisés. Soit mycophénolate en première intention, soit azatioprine, en association bien sûr aux corticoïdes. La rémission complète, vous pouvez le voir, elle est en faveur du mycophénolate avec 56% de rémission complète versus 29%, même si on est un peu étonné des 29% parce que c'est vraiment très bas. Et surtout ce qui s'en dégageait, et ça c'était assez étonnant, c'est qu'il y avait une meilleure tolérance et une moindre arrêt des traitements dans le groupe mycophénolate par rapport au groupe azatioprine. Donc pourquoi pas, ce sont des choses qui sont nouvelles, l'article n'est pas publié, il faudra attendre les résultats ultérieurs, mais ça ouvre un petit peu une brèche dans le dogme de l'azatioprine en première intention, coûte que coûte. Alors quelle est sa place actuellement? On est réservé à l'utilisation du mycophénolate dans les cas d'intolérance à l'azatioprine. Et ça, d'emblée, on peut voir qu'il y a une différence. Si vous mettez le mycophénolate parce que le patient n'a pas supporté l'azatioprine, le taux de réponse, il est excellent. En revanche, si déjà vous l'introduisez quasiment en deuxième ligne parce que l'azatioprine n'a pas été très efficace, ça marche, vous allez récupérer des patients, mais de façon moindre. Vous voyez qu'on est à 40% versus 90%. Donc là encore, probablement, la première ligne sera peut-être plus efficace que la deuxième. Et en tout cas, dès que vous avez des arguments pour une mauvaise tolérance de l'AZA, n'hésitez pas, vous pouvez le passer au MMF. Je rappelle que le MMF, c'est 500 mg 2 fois le matin et 2 fois le soir, donc une dose de 2 grammes par jour. Je dirais également que l'avantage de ce traitement, c'est de pouvoir, en cas de mauvaise tolérance, diminuer les doses, et puis pouvoir éventuellement suivre avec les dosages sériques, voir si on reste dans la zone thérapeutique. Ça permet dans certains cas de pouvoir arriver à des doses de 500 matin et 750 le soir par exemple, et ne pas laisser la dose complète du traitement. Et donc pour l'instant, comme je vous l'ai dit, les recommandations que ce soit de l'ASLD ou de l'ISEL, on reste sur le mycophénolate uniquement en cas d'intolérance à l'azatioprine. Alors quel est le vrai traitement de deuxième ligne? Or tout d'abord, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur Paris on a quand même beaucoup de chance. Il y a des centres experts un peu partout, il y a des RCP de maladies auto-immunes, et donc on peut, avec de la chance, pouvoir discuter son patient avec des experts qui vont vous donner leur avis et y avoir une vraie discussion collégiale. Donc c'est sûr que ce genre de décision qui arrive sur des molécules immunosuppressives majeures, le mieux c'est de le faire en réunion multidisciplinaire. Alors on a à notre disposition le tacrolimus. Le tacrolimus, donc c'est un anticalcinurine
qu'on utilise principalement chez les patients greffés, bien entendu. Et le but de ce traitement, qui va être donné entre 1 mg et 8 mg selon les études, va être d'obtenir un dosage thérapeutique avec une résiduelle aux alentours de 5 nanogrammes par millilitre. Les effets indésirables sont à prendre en compte. On n'est plus dans du petit médicament, entre guillemets, puisqu'il va être responsable de diabète, certes, mais surtout de pics hypertensifs et d'une altération de la fonction rénale, surtout si vous laissez votre patient au long cours sous tacrolimus. Et on voit arriver des altérations, notamment avec des augmentations de la créatinine, qui vont se majorer chez les patients. En revanche, les résultats ici sur les transaminases vont être extrêmement rapides, puisque, en un mois, finalement, vous allez normaliser vos transaminases, et puis vous allez avoir également une diminution assez drastique du taux d'immunoglobuline, ce qui fait qu'on va être vraiment dans la réponse complète, prouvée et telle qu'on l'attendait. Alors, sur une étude rétrospective qui avait duré quand même sur une moyenne de 62 mois, on regardait chez, encore une fois, les patients qui étaient soit intolérants à l'ASA, soit non répondeurs à l'ASA, et les patients ont reçu soit du tacrolimus, soit du mycophénolate. Et les résultats sont sans appel en faveur du tacrolimus. C'est-à-dire que, là encore, en deuxième ligne, le tacrolimus a une meilleure efficacité que le mycophénolate. Alors, l'infliximab. L'infliximab, anti-TNF, pour vous qui faites de la gastro, c'est un médicament que vous utilisez largement. Il est indiqué en troisième ligne, en cas de non-réponse au tacrolimus. Et il est recommandé en cas d'échec de 2 traitements de fond. La posologie, c'est exactement la même que celle utilisée dans les NICI, avec une induction J0, S2, S6, puis une injection toutes les 8 semaines, avec là encore des possibilités d'adaptation et d'augmentation des doses ou de raccourcissement des délais. En fait, c'est exactement comme on fait pour les maladies qui ne sont pas bien contrôlées. Les contre-indications, vous les connaissez, et il y a tout le bilan anti-pré-TNF à faire. N'oubliez pas la sérologie EBV des jeunes garçons, notamment. Ça, normalement, on était censé l'avoir fait déjà pour les murelles. Et puis, les effets indésirables, c'est que effectivement, le taux d'infection va augmenter, et je rappelle qu'on ne fera pas l'injection en cas d'infection active. Alors, qu'en est-il de mon petit patient ? Yacine, il est sous mycophénolate et corticoïdes et il répond pas. Bon. Finalement, je lui refais une biopsie en 2013, donc c'est-à-dire 7 ans après le début de la maladie. Et là, la fibrose, elle est passée de minime à F3. On décide de débuter le tacrolimus en 2014. Et là, on voit une amélioration, puisque les transaminases sont passées de 4,5N à 1,5N. On normalise les immunoglobulines, mais on n'a pas la réponse complète. Néanmoins, c'est le moins pire, on va dire. Et puis, je refais la biopsie en 2017 pour évaluer un petit peu ce que je fais. Et là, il a la cirrhose constituée malgré le tacrolimus. Donc, en gros, il évolue quoi que je fasse. Et puis, évidemment, arrive le tableau complémentaire. C'est qu'en 2018, le jeune garçon se plaint d'une diarrhée sanglante. Il perd 10 kilos. Je lui fais la colo. Il a une rectocolite pancolique. Et donc, on décide, après présentation au RCP, de induire une réponse par l'anti-TNF, mais de garder le tacrolimus. Donc, on arrive sur une immunosuppression assez importante, et donc on rajoute le tacro. Et là, non seulement ça marche pas sur le côlon, mais ça marche pas non plus au niveau du foie. Rien ne se passe. Alors, qu'est-ce que j'aurais pu faire ? Finalement, le seul qui soit resté et que je n'ai pas fait, je suis pas allée jusque-là, c'est le rituximab. Et le rituximab, il commence à y avoir des papiers, mais vous voyez, 22 patients, hein, on est quand même proche du case report. C'est-à-dire qu'en fait, on a pris des patients qui ne répondaient pas à au moins 2 traitements consécutifs, et on a fait donc 2 perfusions de 1000 mg chacune, et avec un suivi de 24 mois. Les résultats sont très bons, puisque vous voyez qu'en fait, on a quand même une réponse qui est importante, et puis on a 71% des patients qui ont répondu qui sont restés en rémission clinique. Donc, c'est quand même, avec 2 injections, une façon de se sortir d'une situation un petit peu complexe et difficile. Arrive 2020 et le patient arrive aux urgences avec l'infection Covid,
encéphalopathe, 30% de TP, bilirubine 250. Et là, donc, je le passe en réanimation à Paul Brousse et il est transplanté dans la foulée. Et sur l'explant, il y a de la cirrhose auto-immune, principalement, et peut-être de la cholangite, mais ça reste discret. Enfin, c'était pas le tableau prédominant. Toujours est-il qu'il est greffé en 2020 et en 2023, je le revois parce qu'en fait, il refait des perturbations du bilan hépatique et comme je le suis en parallèle avec le centre de greffe, et on a quand même poursuivi les anticalcinurines et les corticoïdes à faible dose pour éviter la récidive sur greffon de l'hépatite auto-immune. Et malgré ça, il refait une cytolyse à 5 fois la normale et il remonte ses immunoglobulines. Et donc, pour l'instant, on en est là et le dossier doit être présenté assez rapidement. Mais est-ce que l'histoire va s'arrêter là? Eh bien non, parce qu'en 2012, mademoiselle S. Doua, sœur de monsieur Yassine, est hospitalisée, elle a 25 ans, et elle a aussi les perturbations du bilan hépatique. Elle arrive avec un tableau un peu plus explosif, 15 fois la normale de transaminase, IgG 21. Bon, là, le diagnostic a pris exactement 3 jours, c'est-à-dire le temps d'avoir les anticorps, et on a commencé le traitement. La biopsie, le diagnostic était vraiment facile, hein, tous les arguments étaient là, c'était assez floride, et la biopsie était assez floride, hein, il y avait quand même plein de rosettes, l'hépatite d'interface, les plasmocytes, partout. C'était assez sympa. On traite cette fois-ci par budesonide et azatioprine, puisqu'elle n'a pas de fibrose. Elle répond de façon complète. On garde le traitement un gros bout de temps, et au bout de 3 ans, on refait la biopsie. La biopsie est strictement normale. On arrête le traitement, et on lui dit, bah voilà, il faut faire la surveillance du bilan hépatique, surtout ne disparaissez pas dans la nature. Ce qu'elle a fait, bien entendu, puisque je vous raconterai la suite après. Un mot sur la surveillance des immunoglobulines, des hépatites auto-immunes. Je l'ai dit tout à l'heure, l'efficacité du traitement, c'est les transaminases et les immunoglobulines. Ça, c'est extrêmement important. La place du fibroscan. La place du fibroscan, ça a été rajouté un petit peu dans les derniers recos de l'ISOL. De toute façon, le fibroscan, on va pas le faire au moins avant 6 mois, puisque vous avez les transaminases élevées, donc il va être complètement faussé. Et après, une fois que vous avez votre fibroscan 6 mois après, vous pouvez le faire tous les ans pour évaluer la réponse au traitement et voir s'il n'y a pas une augmentation du fibroscan qui pourrait vous faire tiquer un petit peu. Et puis, n'oubliez pas que pour l'hépatite auto-immune, le seuil de la cirrhose, il est plutôt à 16 kPa. En tout cas, c'est ce qu'ont retenu les experts de la FEF, hein, dans les recommandations sur les tests non invasifs, dans le cadre des hépatites auto-immunes, seuil plutôt 16 kPa pour la cirrhose. Enfin, l'arrêt du traitement, il peut tout à fait se discuter. Bien sûr, s'il n'y a pas de cirrhose, où là, le traitement à vie, il est acheté dès le départ. Si on a 3 ans de traitement minimum, avec au moins 2 ans en rémission clinique, on fait la biopsie de foie qui est recommandée mais qui n'est pas obligatoire. Et pour quels patients on pourrait se passer de faire la biopsie de foie? Eh bien, pour les patients qui ont des transaminases mais strictement normales, c'est-à-dire inférieures à 0,5 fois la normale. Le patient, il doit avoir 20 transaminases si la normale est à 40. Les immunoglobulines doivent être strictement normales. Et puis, pendant toute la surveillance, il faut que le fibroscan soit resté nickel, qu'il n'y ait pas eu d'augmentation des chiffres de fibroscan. Et si vous avez tous ces arguments, vous pourrez alors arrêter le traitement sans faire la biopsie hépatique de contrôle. Mais c'est assez stringent en termes de demande. Alors, un petit mot pour vous dire un petit peu ce que n'a pas fait Miss Doua. Évidemment, elle a fait ses bébés très bien, tout ça très bien. Elle a complètement oublié le suivi sur 10 ans. Et en janvier, son frère la ramène par la main en disant « T'es jaune, tu vas être greffée ». Bon, elle arrive aux urgences, elle a 1000 de transaminase, un TP à 35%. On n'attend même pas les éléments et l'auto-immunité. Et on commence les corticoïdes IV, la N-acétyl. Et puis, au bout de 4 jours, il y a une non-réponse primaire vraiment nette. Elle s'aggrave, le TP passe à 20%, elle rejoint l'équipe de Paul Brousse et elle est greffée 15 jours plus tard, en février 2023. Et là, c'est le problème. Et on se dit, mais bon sang, qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Bon, certes, elle n'a pas respecté le suivi, mais quand même, c'est quand même étonnant. Un frère, une sœur, les deux présentent une hépatite auto-immune et les deux sont greffés dans la foulée.
Alors finalement, quand on regarde dans la littérature, il y a pas mal de cas rapportés d'hépatite auto-immune familiale. Il y en a pas sur des patients greffés où tout le monde est greffé dans la famille, ça il y en a pas. Mais il y a un très beau registre hollandais qui a été publié en 2018 et qui a regardé un petit peu les cas incidents de la famille chez les patients qui ont une hépatite auto-immune. Finalement, ils ont repris les 2458 cas index avec une hépatite auto-immune. Et ils ont interrogé 17 000 personnes de la famille, soit des premiers degrés, soit des deuxièmes degrés. Le risque cumulatif à 10 ans de développer une hépatite auto-immune chez les apparentés au premier degré, il est extrêmement faible. Donc ça, on peut rassurer nos familles, sauf chez Monsieur S. Et donc, il est à 0,1%. C'est très faible. Et puis, ils ont eu la chance de voir, il y avait des jumeaux dans la série. Et finalement, un cas de jumeaux homozygotes a fait une hépatite auto-immune. Et il y avait un cas de jumeaux dizygotes qui, lui, n'a rien fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure sur un cas? Pas grand-chose, mais en dehors du fait que cette maladie, elle est multifactorielle et que probablement il y a des rôles génétiques, pour l'instant qu'on n'a pas encore trouvé. Certes, l'association a des types HLA, ça on le connaît depuis longtemps, mais on s'en servait surtout à but diagnostique et non pas à but pronostic. Et donc finalement, il y a quand même pas mal de choses encore qui restent de l'ordre de l'inconnu et du non géré, et encore beaucoup de travaux à l'avenir. Et voilà, je vous remercie de votre attention. De votre présentation, et je donne la parole à la salle. Oui, professeur Rosa, je suis arrivé en retard, j'ai pas tout vu, mais je voudrais vous poser quand même une question concernant l'attitude du traitement de la jeune femme. C'était en 2012, c'est bien ça? 2012. Vous l'avez mise sous budesonide parce qu'il y avait cette étude américaine en 2010. C'est une étude allemande qui était de Mans, Michael Mans, oui. Mais récemment, il y a une autre étude espagnole qui est apparue, qui a finalement montré que la prednisolone était nettement supérieure au budesonide, sauf dans le sous-groupe où il y a sauf le sous-groupe où l'acétolyse était inférieure à 2 fois la normale. Alors, si ce cas se présente, est-ce que vous le mettrez encore sous budesonide ou vous mettrez de la prednisolone? Non, je pense que je mettrai sous corticoïde d'emblée. Oui, oui, tout à fait. Pas de budesonide, donc. Oui, tout à fait. Voilà. En fait, on a mis le budesonide parce que quand nous on l'a vu, elle était redescendue à 3 fois la normale. Elle a fait le pic de cytolyse qui a permis de faire le diagnostic. Quand on l'a vu, la cytolyse avait régressé. Donc c'est pour ça, parce que à 1000 de transaminase, on commence pas le budesonide, c'est clair. Voilà. Donc ça c'est la petite précision, tout à fait. Alors s'il n'y a pas d'autres questions, j'ai 2 petites questions. La première, c'est concernant la durée du traitement, parce qu'à la lumière de la deuxième observation de la sœur, on aurait peut-être pu penser qu'il aurait été préférable de prolonger le traitement plus longtemps que les 3 ans, je crois qu'elle a eu. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est concernant l'observance. Vous n'avez pas parlé des 6 TGN. Est-ce que ça n'a plus de place? Si, les 6 TGN ont une grosse importance. Je n'en ai pas parlé effectivement parce que l'azatioprine a été arrêtée assez vite. C'est conseillé. C'est conseillé et notamment, il a été montré dans des études assez récentes que finalement un taux de 6 TGN même assez bas, en fait, était un facteur de bon pronostic et de meilleure réponse quand on a des transaminases, même avec un 6 TGN. L'avantage du 6 TGN, c'est effectivement de voir l'observance, mais surtout aussi de voir les toxicités et de pouvoir adapter. Donc il y avait une étude qui a comparé une attitude qui était dose fixe et une attitude qui était dose réglée par les 6 TGN. La réponse et l'observance étaient meilleures dans le groupe réglé par les 6 TGN. Probablement parce qu'il y avait moins d'effets indésirables et qu'on arrivait à un dosage moindre que de garder la dose pleine. Voilà. Pour répondre à la première question qui était celle du traitement, je pense pas. Je pense que là, clairement, on aurait fait exactement la même chose. Il faut quand même rester, se rappeler, c'est quasiment 80% de récidive des hépatites auto-immunes. Donc, on peut tenter. Elle avait pas d'enfant, etc. Donc, on a fait le choix délibéré d'arrêter parce qu'elle avait tous les critères au vert. Elle a pu faire ses enfants, etc.
Là où elle n'a effectivement pas été très bien, voilà, c'est qu'elle n'a pas fait le suivi. Elle n'est jamais revenue à la consultation. Je voudrais vous les citer. C'est vraiment une famille intéressante. Oui. Et les cas vraiment intéressants, ça, on n'en a pas tous les jours des. Ah non, non. couples comme ça. Moi, ma question, c'est par rapport à Yassine. Oui. Yassine a une cytolyse vraie. Il a une note de cholestage. Je parle au moment de l'admission. Au tout début, oui. Au tout début. Et les pédiatres, je sais ce qu'ils font. Ils font toujours des IRM à ces enfants qui Oui. ont des hépatites auto-immunes. D'ailleurs, c'est dans les ROCO Oui, oui. ASLD. C'est fait, c'est fait. Est-ce que, Oui. voilà, parce Oui. que je n'ai pas vu Non, parce que j'ai voulu, alors, Et- j'avais pas trop le temps Exact. de développer ça, mais en fait, ce que je n'ai pas dit. Un message pour la salle, pour les hépatites auto-immunes chez les jeunes enfants. Il faut toujours faire la Il faut cholangio. toujours une cholangio IRM pour éliminer c'est- ces CSP associés. Ouais, c'est piégeux, parce que c'est des Exactement. formes de cytolyse très importantes qui, finalement, sont de vraies cholangites sclérosantes seules ou des hépatites mixtes. Alors, pour Yassine, ce que j'ai pas dit, là, parce que je voulais pas, voilà, c'est qu'en fait, je l'ai traité par Colurso depuis le début. Parce qu'il y avait une des IRM dans le suivi qui avait un peu tiqué. Et puis, surtout, après, quand la RCH est survenue, même s'il y avait une atteinte du rectum, que le rectum, on dit généralement que le rectum est respecté dans les RCH associés aux cholangites, etc. Il était jeune, il a une maladie du foie et il a une RCH. Habituellement, alors certes, les cirrhoses auto-immunes et les RCH, c'est connu et c'est publié, mais quand même le plus fréquent, c'est la CSP. Et sur l'explant, on a bien regardé. Et alors il y avait des doutes, mais là le foie il est tellement remanié que c'est un petit peu difficile de dire. Cela dit, maintenant il récidive sous forme de cholangite. Absolument. Le mode de surveillance chez les jeunes, Oui. bien sûr, il y a l'hépatite auto-immune, mais je pense que le côté CSP cholangite l'emportera parce qu'il y a le risque de cholangiocarcinome, il y a le côlon. Ah oui, tout à fait. Alors lui, de toute façon, il avait sa colo tous les ans. On a eu un mal de chien à traiter la RCH aussi. Hein. Là, il est sous védolizumab, en plus de tout son traitement greffe, etc. C'est un monsieur très compliqué. Voilà. Exactement. Et je passe le fait qu'il vivait dans sa voiture parce qu'il avait perdu son logement, etc. Donc, très simple. Merci. Alors, il est sous everolimus, tacrolimus. Il avait l'envarsus, il avait encore un peu de corticoïdes pour le foie. On a arrêté l'Immurel. Et puis il a le védolizumab pour la RCH. Merci madame.